merci beaucoup. Alors j'ai compris que j'étais autorisé à retirer mon masque et ça me rend la parole plus aisée. Merci beaucoup au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux de m'accueillir ce soir. Aujourd'hui, en effet, dans un contexte particulier, donc le contexte finalement de crise sanitaire, je vous propose finalement aujourd'hui d'aborder le sport dans un cas de crise, dans un cas d'une crise aujourd'hui ici militaire, pour finalement planter le décor. Oui, pendant la guerre, on ne fait pas que la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je souhaiterais aborder avec vous, finalement, c'est la thématique de l'acculturation et de l'héritage, puisque aujourd'hui, il y a eu pendant la Première Guerre mondiale un conflit donc mondial, un transfert culturel, et en même temps aujourd'hui, on en voit encore des traces, on en voit encore aujourd'hui une passation à travers les époques. Donc finalement, la question à laquelle je souhaite répondre aujourd'hui avec vous, c'est comment la Grande Guerre, donc, où j'ai pu bénéficier d'une visite en amont, comment donc cette guerre, qui est certes très militaire, très diplomatique, mondiale, qui aujourd'hui finalement propose dans ce musée de vivre différents scénarios de la guerre, et bien comment cette guerre a fait passer la France dans une ère sportive. Alors, aujourd'hui, il faudrait donc se poser la question de la culture des Français avant la Grande Guerre, et donc se dire que finalement aujourd'hui, avant la Première Guerre mondiale, quelles étaient les pratiques physiques les plus répandues dans les institutions qui fondent la nation, à savoir donc l'école, l'armée et aussi la société civile. Ensuite, je souhaite voir avec vous la question du qui. C'est-à-dire qu'on se dit que la Première Guerre mondiale, c'est un conflit armé, mais c'est surtout la rencontre d'hommes, donc 8 millions de soldats français, donc 8 millions d'hommes français mobilisés, mais aussi finalement 8 millions de personnes qui vont arriver de la terre entière à l'arrière du front ouest en France. Et donc on voit bien qu'il y aura un temps de rencontre et que le qui pratique le sport va véritablement se transformer. En même temps, je voudrais aussi vous poser une question par rapport au territoire rural. La France est majoritairement rurale avant la Première Guerre mondiale. Donc les soldats mobilisés sont davantage de culture rurale. Et donc, connaissaient-ils le sport avant la Première Guerre mondiale et comment finalement la Première Guerre mondiale se creusait en termes d'espace-temps, c'est-à-dire qu'on est bien dans un espace, là ici 14-18, mais finalement on va voir que c'est plutôt 14-23 en ce qui me concerne, puisque les millions de personnes qui sont venues en France pour nous aider à gagner le conflit, eh bien vont perdurer dans le temps et leur aide va perdurer dans le temps. Et donc on va voir que cette culture footballistique, en l'occurrence, mais aussi cette culture sportive, eh bien, se transforme notamment chez les habitants des zones rurales qui constituent la majorité de la population. J'en profite simplement pour regarder Marie. Et Marie, est-ce qu'on m'entend bien sur le Facebook Live et qu'on voit bien? Parfait. Donc merci aux internautes de suivre aujourd'hui cette conférence. L'idée, c'est de dire que le premier point sur lequel je voudrais insister avec vous aujourd'hui, c'est le fait de dire que est-ce qu'on peut faire du sport pendant les combats, ou est-ce que finalement le temps des combats n'est pas finalement aussi un temps sportif? Sous-entendu, on ne fait pas la guerre 24 heures sur 24. Il a été estimé qu'un soldat, pendant la Première Guerre mondiale, faisait la guerre pendant un tiers du temps. Mais est-ce qu'il fait la guerre ou est-ce qu'il est présent dans la tranchée? Et dans cette tranchée, qu'est-ce qu'il fait? Alors oui, il fait la guerre, mais il s'ennuie, il est immobile, il discute, il partage, il fait de l'artisanat, il a des activités finalement du quotidien dans la tranchée. Et puis après, il y aura ce système finalement de renouvellement des personnes à l'intérieur de la tranchée qui va créer finalement un arrière-front. Et cette vie à l'arrière du front, eh bien, elle va se développer et elle va se développer dans un contexte particulier. Donc finalement, moi je voudrais vous poser la question des causes, donc c'est-à-dire des facteurs. Si la conséquence, c'est que la France de la Première Guerre mondiale est une France plus sportive. Ça, on le sait, c'est la conséquence, c'est ce que je veux vous démontrer aujourd'hui. Eh bien, quelles sont les causes? Donc, quels sont les facteurs inhérents au contexte de guerre, au contexte de la Grande Guerre, qui expliquent finalement l'entrée de la France dans une ère sportive? Sous-entendu, quelle était cette France d'avant la guerre, puisqu'on va voir qu'elle était essentiellement gymnique. Alors, je vais voir avec vous trois concepts théoriques.
Alors je ne vais pas rentrer dans les concepts théoriques, mais je voudrais quand même qu'on soit au clair sur les 3 idées de cette présentation. La première, c'est que la Première Guerre mondiale est un lieu d'acculturation sportive, c'est-à-dire un lieu où il y aura des transferts culturels, et ces transferts culturels, ils se passent par un certain nombre de contacts, des contacts primaires. Je suis avec le soldat allié et je vais y être pendant des années, 4, 5, 6, 7, 8 ans parfois. C'est-à-dire qu'il est au quotidien avec moi, contact primaire. Des contacts symboliques parce qu'on va s'apercevoir qu'il y aurait une médiatisation particulière, ou en tout cas une façon d'entendre une autre culture en France pendant la Première Guerre mondiale, et ça c'est tout à fait nouveau. Oui, les expositions universelles, mais les expositions universelles, c'est on a vu le monde, touché le monde, compris le monde, médiatisé le monde à Paris. Mais qu'en est-il finalement de l'ensemble de cette France rurale, de cette France de l'arrière-front, qui a aussi finalement été acculturée par un média, souvent la presse papier, mais aussi finalement des journaux ou des photos. Et puis après, on aura ces contacts de ces Français qui connaissent la culture sportive et qui vont la disséminer, sous-entendu davantage des jeunes gens bourgeois urbains qui seront au contact finalement de ces soldats ruraux qu'ils rencontreront à l'intérieur de la tranchée, à l'intérieur du régiment, à l'intérieur de l'armée. Donc ça, on a une acculturation sportive. Ensuite, il faut comprendre à l'intérieur de la présentation que je souhaite vous faire aujourd'hui que la conjoncture de la Grande Guerre, c'est-à-dire à la fois cette présence de millions d'alliés, mais en même temps cette modernité des combats, c'est-à-dire que là on ne revient pas sur ces 2 principes, c'est-à-dire que c'est un conflit mondial et c'est un conflit moderne, avec un armement moderne, avec une façon de combattre moderne, qui va défier finalement les méthodes de préparation physique des Français, eh bien, cette conjoncture de la Grande Guerre va permettre aux Français de saisir la responsabilité du sport. Le sport n'a pas ou très peu de responsabilité avant la Première Guerre mondiale à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de l'armée, à l'intérieur de la société civile. On est essentiellement une France gymnique avec des pratiques conscriptives, comme le tir, alors qu'on va se rendre compte que notre modèle de préparation de la jeunesse, des soldats, eh bien, est concurrencé par des modèles britanniques et américains. Et enfin, le 3e point que je voudrais voir avec finalement dans un temps beaucoup plus contemporain, c'est-à-dire comprendre l'héritage au sens véritablement territorial. Qu'est-ce qui reste à Meaux? Qu'est-ce qui reste dans les territoires qui ont vécu la Grande Guerre et qui ont accueilli des soldats alliés et qui ont été justement le lieu et le temps de cette acculturation sportive? Alors, acculturation, pour en donner une définition, donc un ensemble de phénomènes qui résultent du contact direct et continu entre des groupes d'individus de cultures différentes. Okay. Derrière, la responsabilité, eh bien, simplement, quand vous le dites en anglais, responsibility, vous avez un mot à l'intérieur qui est response, donc une réponse. Sous-entendu, si on est en relation avec ce qu'on appelle le principe responsabilité de Hans Jonas, eh bien, il va falloir que le sport, pour devenir responsable, soit une réponse à un contexte, à une situation de vulnérabilité. Ça tombe plutôt bien. La situation de vulnérabilité, c'est dans quelle situation ont été placés les corps des hommes pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une situation de précarité, de fragilité, de faiblesse. Et donc, comment le sport va permettre de donner une réponse à cette situation de vulnérabilité pour apporter un mieux-être. Et on va en discuter tout à l'heure. Et cet héritage, c'est véritablement ce que la génération du feu a transmis. On dit l'héritage, c'est ce que ta famille t'a transmis. Eh bien, c'est ça. La famille, c'est quoi la famille de la Première Guerre mondiale? C'est les anciens combattants. C'est cette génération du feu qui transmet. Alors, qu'est-ce qu'elle va transmettre à la population civile, cette génération du feu? Et comment derrière, d'un point de vue patrimonial, eh bien, on va recueillir l'héritage de la Première Guerre mondiale? On le verra en termes de stades, on le verra aussi en termes d'équipements sportifs en général. Alors, maintenant qu'on a terminé l'introduction, la France de 14, c'est une nation gymnique. La France de 14, voici ses concours de gymnastique. Vous voyez ici le concours de gymnastique de Vichy en 1913. J'essaie de prendre l'image la plus proche de l'entrée à l'intérieur de la Première Guerre mondiale. Alors là, on y va, hein, pas de problème. Alors là, la guerre faite en ligne avec un pantalon Garance et une veste bleu azur, on y va, c'est parti. Alors on est très bien dans cette guerre de ligne, on est très bien puisque c'est le modèle avec lequel on a gagné.
Alors continuons à faire la guerre en ligne. Et donc continuons à préparer la jeunesse de France en ligne, puisque c'est en ligne qu'on arrivera à gagner. Mince, la mitrailleuse va remettre en question le modèle de guerre en ligne. Et donc à partir de là, puisque les pratiques de gymnastique sont les plus développées dans les villes, mais aussi dans le monde rural, que c'est la pratique de référence dans l'ensemble des institutions de la République, l'école, l'armée, la société civile, eh bien, on a une France, des soldats préparés par ce qu'on va appeler une gymnastique conscriptive, essentiellement des pratiques de gymnastique en ligne, du tir, mais aussi finalement du maniement d'armes, ou alors le fait de marcher en ligne, le fait de se déplacer en ligne. Sous-entendu, l'ordre permettra de gagner la guerre. Sauf que, on va s'apercevoir rapidement qu'il existe quand même un autre modèle. Alors, bien entendu, c'est moi ce que j'essaye de vous dire, puisque j'en suis convaincu. Je suis maître de conférence à la fac des sports. Je ne vais pas vous dire que le sport n'est pas important. Mais je vais essayer justement plutôt de le prendre à l'envers. Le sport n'est pas important. Non, ce n'est pas important, puisqu'on a préparé l'État, dans les textes officiels, c'est marqué gymnastique. Donc en fait, on suit les textes officiels. Alors que le sport, c'est plutôt quelque chose pour une minorité de la population. Une minorité qui finalement se développe plutôt dans les centres urbains. Sous-entendu, comme vous n'êtes pas une région urbanisée, vous ne connaissez pas le sport. Il y a encore des territoires en 1914 qui ne connaissent pas le mot sport, la pratique sport. C'est-à-dire que dans les régions les plus reculées, encore aujourd'hui, prenons le centre de la France, la Creuse, le mot sport n'est pas arrivé. J'arrive moi de Lille. Et donc bien entendu qu'à Roubaix, ville la plus industrialisée à l'époque avant la Première Guerre mondiale, à Roubaix, on a le Paris-Roubaix, du cyclisme, on a du football, on a même de la tauromachie, on a des équipements sportifs, on a une structuration du fait social sportif très importante. Pourquoi ? Parce qu'on est au contact d'une culture britannique. Puisque finalement, on récupère la culture britannique à l'intérieur de la culture urbaine ou de la culture industrielle. Donc ces jeunes hommes, plutôt issus de la bourgeoisie, mais aussi finalement du salariat, pour ne pas dire de la classe moyenne, puisque la classe moyenne n'existe pas, eh bien, disposent d'un certain temps, d'un temps de pratique, contrairement à l'ouvrier ou à l'agriculteur, qui lui ne dispose pas de temps de pratique, où il est tellement impacté physiquement par son travail du quotidien qu'il n'a pas l'envie, le loisir d'aller justement pratiquer le sport en dehors de son activité professionnelle. En plus, on voit finalement, rapidement avant la Première Guerre mondiale, 3 pratiques se développer et finalement être les pratiques qu'on dirait finalement emblématiques de la culture sportive de l'avant-Première Guerre mondiale. La vélocipédie, pour ne pas dire le cyclisme, la boxe ou le rugby. Là, c'est bien le football en France, là, non ? C'est bien le football où quand vous regardez l'équipe, il y a bien 60-70% de pages sur le football. Quand vous regardez une émission de sport, il n'y a bien que du football. D'ailleurs, le seul moment où maintenant on remplit les Champs-Élysées, c'est bien quand on est champion du monde de football. Non, quand il y a la mort de Johnny Hallyday. Mais sinon, à part ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Champs-Élysées, finalement, ce symbole de la victoire militaire, c'est la victoire sportive. Mais finalement, fort heureusement, je ne suis pas pressé de faire la guerre et d'arriver justement à défiler sur les Champs-Élysées. Néanmoins, on voit bien que le football est un sport totalement mineur avant la Première Guerre mondiale. Alors, pas dans tous les territoires, mais si on prend dans la globalité de la France, ne prenons pas le cas du nord de la France qui est très football, ne prenons pas le cas de Paris qui commence à être football mais qui est quand même très rugby, et d'autres territoires français où le football est en train quand même de se développer. Je serais assez chauvin. L'Olympique lillois, avant de créer donc le LOSC après la Deuxième Guerre mondiale, l'Olympique lillois a gagné le Trophée de France en 1914. Ah oui, puisqu'il n'y avait pas de Coupe de France. La Coupe de France est née en 1917. Bizarre quand même de créer une compétition sportive encore aujourd'hui développée pendant une Première Guerre mondiale. Alors finalement, la préparation des combattants français avant la Première Guerre mondiale, c'est voilà, un peu de portique, on va mettre une baïonnette dans un mannequin en paille, et puis on va se dire que bien entendu, ce noble art qu'on va pratiquer justement, le point en avant, on va le pratiquer en ligne de façon complètement immobile, puisque bien entendu c'est ça la boxe, c'est ça la préparation à cette guerre en ligne, cette guerre immobile.
Sauf que la conjoncture de guerre va complètement remettre en question le modèle gymnique français. Et ça, c'est un élément véritablement clé dans la compréhension de cette, finalement, qu'est-ce qu'on va dire, de cette révolution, alors j'aime pas trop révolution, je préférerais dire de cette augmentation de vitesse de culturation. Vous savez, la culture, c'est quelque chose qui est quand même assez profond, mais ça évolue finalement assez doucement. Okay ? Sauf qu'il y a un moment donné, il y a des temps dans l'histoire où il y a une accélération de ce processus de culturation. On accélère la culturation. Eh bien, pas là, A, de C, mais bien de là, plus loin, culturation. Et donc, cette vitesse de culturation de la société, eh bien, elle est accélérée. Pourquoi ? Parce que la guerre, elle est moderne. La guerre, elle est violente. Parce que les combats imposent véritablement une transformation du mindset, une transformation du logiciel, une transformation de l'état d'esprit de ceux qui décident. Et oui, et oui, et oui, la gymnastique, ça ne permet pas de se préparer à la guerre moderne. C'est-à-dire qu'on va avoir un modèle français, on va s'y préparer. Bien entendu, dans la culture française, on va se dire que c'est le meilleur modèle. On est l'empire français, le deuxième empire. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas encore importants. Et on est donc justement cette grande nation. On sort de la belle époque. Et donc, l'objectif derrière, c'est de se dire que notre modèle est forcément très bon, mais en plus, il est remis en question non pas que par la modernité des combats, mais aussi par la présence de millions de soldats alliés. Ben oui, parce que les Britanniques n'avaient pas de conscription, pas de service militaire. Alors les Britanniques, ils n'ont pas de service militaire, et quand ils arrivent, ils sont plus performants que nous au combat. Ça sert vraiment à quelque chose de s'être préparé pendant des années, d'avoir dépensé des millions de francs à l'époque, pour pouvoir justement préparer une nation d'impréparés, ou en tout cas de non préparés à cette guerre moderne. Et les soldats britanniques seront véritablement pris comme modèle, et les soldats britanniques, eh ben, désolé, à l'école, dans l'armée et dans la société civile, ils font du sport. Donc la France, en 14, a formé des générations entières d'hommes capables d'obéir, mais non pas de combattre, ou alors de combattre avec une guerre en ligne, une guerre finalement qui n'est pas cette guerre moderne que sera la Première Guerre mondiale. Donc finalement, rapidement, puisque quand même en 14, quand on attaque, les championnats sportifs, les clubs de sport et ainsi de suite connaissent quand même une baisse d'activité, voire une interruption d'activité, mais pas autant que le Covid-19. Je tiens à dire ici qu'on a fait plus de sport au début de la Première Guerre mondiale qu'au moment où on a arrêté l'ensemble de l'activité des clubs avec Covid-19. Et donc là, le premier témoin de cette, on va dire, de cette refonte du modèle français, c'est la presse. La presse qui va rapidement nous indiquer que, eh bien, le sport s'impose comme une réponse à la conjoncture de guerre, puisque, eh bien, par exemple, je prends Georges Rosé, qui nous explique que le sport est glorifié par la guerre. Dans l'auto, alors l'auto, c'est l'ancêtre de l'équipe. Eh bien, dans l'auto, un journal sportif, le 1er novembre 14, on peut lire « Et il aura fallu l'abominable guerre pour apprendre à nos gouvernants que pour être un bon soldat, il est indispensable d'être une individualité d'une santé physique et morale parfaite. La guerre, avant d'exiger des tireurs ou des cavaliers, exige des hommes bien préparés de corps et de cœur. » Sous-entendu, dans d'autres textes, vous pouvez avoir des sportifs qui vont vous expliquer comment on peut se préparer à la guerre, puisque la guerre impose par exemple de courir pour éviter, de courir dans le no man's land pour éviter la mitrailleuse, l'obus, ou en tout cas pour essayer de ne pas mourir, et alors que quand on fait de la gymnastique, on n'a pas appris à courir. Quand on aura fait du football, on a appris à courir. D'ailleurs, s'il y a des footballeurs dans la salle, généralement, un footballeur, les 15, 20, 30 premiers mètres, vous ne le mettez pas à l'amende. Parce qu'il a appris à courir dans quoi ? Ou dans un rugbyman. Il a appris à courir dans un terrain boueux, dans un terrain herbeux. Il a appris à courir un peu à gauche, un peu à droite, un peu tout droit. C'est donc dire que déjà là, on peut s'apercevoir que le sportif, eh bien, il va être pris en exemple, et donc il y aura une analogie dans la presse très forte, avec vraiment des centaines de parutions sur l'analogie formation du sportif, formation du soldat. Cette analogie entre l'effort de l'athlète finissant à 100 mètres et celui d'un soldat courant à la charge est par exemple publiée dans La Vie au grand air, un magazine qui parle bien entendu de sport,
le 28 janvier 1915. Et on montre rapidement la supériorité du modèle du soldat sportif britannique au front par rapport aux soldats français. Finalement, il y a une opposition de style entre ce soldat gymnique français et ce soldat sportif anglais. Alors anglais, britannique, et puis après donc des Dominions, donc des colonies britanniques, et puis après donc des Américains. C'est-à-dire qu'on le voit très bien, d'un côté on va avoir le sportif et le soldat qui, pour sortir de la tranchée, va donc devoir sprinter. Et donc, pourquoi ne pas préparer les athlètes, les soldats français avec du sport? Ce qu'on peut dire donc finalement comme idée, en conclusion de cette première idée, c'est que le débarquement des soldats alliés, donc a finalement à la fois le débarquement des Britanniques en 14, puis après le débarquement des Américains en 17, sera véritablement une leçon de sport pour les Français. Alors cette leçon, par contre, a révélé quand même un fossé culturel et sportif avec les soldats de l'Empire britannique qui, eux, sont formés au sport. Et donc ce soldat sportif britannique, eh bien, il va être pris en modèle. Il va être pris en modèle, notamment puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a recruté des hommes anglais qui n'avaient pas fait de service militaire et qui ont dû finalement se préparer physiquement à la guerre avec ce qu'ils avaient fait avant, dans leur vie civile, à savoir leur formation scolaire, qui utilise rapidement le sport, et aussi leur formation militaire après, qui va encourager la pratique sportive. Les généraux français, une fois que vous avez fait votre tour dans les tranchées, quand vous revenez au cantonnement, il ne s'agit pas du tout de commencer à faire du sport. Non, non. On remet de l'ordre, on remet de la discipline, et donc au final, on n'a pas de développement des qualités physiques nécessaires pour permettre au corps d'être préparé au combat de l'ère moderne. Alors qu'en Grande-Bretagne, le sport sera complètement utilisé avec un autre aspect, c'est-à-dire qu'en plus de former les corps, il sera utilisé comme agent de recrutement. En effet, comme c'est une armée de volontaires, il faut attirer. Ah oui, il faut être volontaire. Il ne faut pas lever le doigt. Il faut aussi se déplacer. Il faut dire qu'on est volontaire. Donc on est volontaire comment? On est volontaire parce que, voilà, on va lire une affiche. Mais aussi on va être volontaire parce qu'on est déjà une équipe. Oui, on est déjà une équipe de sport puisqu'on est déjà dans un club de sport. C'est-à-dire que finalement, le gouvernement britannique va utiliser le sport pour accroître l'engagement volontaire des hommes du pays. Et donc, ces hommes qui étaient regroupés, finalement cette camaraderie des tranchées, c'était d'abord une camaraderie sportive pour eux, puisque le club, ce que nous on va plutôt appeler l'association, eh bien ce club était déjà le lieu d'une camaraderie, avec bien entendu un média qui pouvait être un ballon, et on se passait le ballon pour dire qu'on était camarades ensemble, et puis on gagnait, on perdait, mais c'était justement cette camaraderie qui s'est développée dans les clubs de sport. Et donc, ces sportifs britanniques, quand ils arrivent en France, enfin ces hommes britanniques qui ont une culture sportive quand ils arrivent en France, eh bien forcément, quand ils vont être au contact des Français, vu qu'ils se connaissent déjà, ils vont prendre leur ballon. Et puis donc soit ils vont le prendre à la main, soit ils vont taper au pied avec, mais en tout cas, ils vont faire ce que eux veulent faire, puisqu'ils le faisaient d'abord dans les temps libres. Mais pour la personne qui vient de la campagne française, c'est quoi ces Anglais qui, eux, font du foot, alors que nous, les commandants français nous disent « Non, non, surtout, vous restez toujours bien en ligne, aussi dans les cantonnements, et vous ne pratiquez pas de sport dans vos temps au cantonnement. » Et donc, il y a déjà, finalement, quelque part, cette volonté de se dire qu'il y aura un écart dans le traitement des soldats pendant la Première Guerre mondiale, et les recherches britanniques ont largement montré que le cuir des ballons de football, de rugby, mais aussi des gants de boxe, est sûrement un élément qui a permis à l'armée britannique de ne pas connaître les mutineries que l'armée française a connues en 17. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de crise de morale, ou en tout cas pas la même crise du moral dans les troupes britanniques, puisqu'il y avait justement des temps de loisirs, des temps d'égarement corporel pour lutter contre cet immobilisme de guerre dans la tranchée et contre cette horreur de la tranchée. Alors, c'était dans les pays, donc c'était
concrètement dans les pays britanniques, ça a été finalement dans l'ensemble des dominions. Ici, donc là, j'ai parlé des footballeurs, mais là, maintenant, on parle des rugbymen aussi qui ont été recrutés. Sous-entendu, en rugby, il y a bien une première, une deuxième et une troisième ligne. Hein. Donc ça veut donc dire que finalement, on sait ce que c'est d'aller justement entre les lignes ou aller vers justement la ligne, puisque c'est un sport en ligne. Mais que ce sport en ligne, il s'effectue avec des crochets, il s'effectue justement avec une tactique, et donc cette tactique de jeu des sportifs sera largement développée. N'oubliez pas que la Première Guerre mondiale verra apparaître ses premières forces spéciales, on appellera ça les corps francs, et ces corps francs ont été majoritairement recrutés parmi des sportifs, mais également aussi les aviateurs, puisque les aviateurs ont été aussi largement des sportifs pendant la Première Guerre mondiale. Alors on a bien aussi en Australie, parce qu'il faut quand même traverser le monde, et donc il faut arriver d'Australie, mais bien sûr l'Australie n'a pas de conscription, donc il faut aussi attirer les volontaires, et donc on va attirer des sportifs, et donc quand ces sportifs débarquent, ils font du sport. Mais sauf que c'est en France, c'est chez nous. C'est-à-dire que dans cet espace et ce temps, ils vont donc être en contact avec une population qui ne connaît pas le sport. Alors forcément, l'Australien fait du rugby. Voilà, là on est à Bailleul, dans le nord. Je suis désolé, j'ai davantage travaillé sur les territoires du nord de la France, moins sur Meaux, mais on peut imaginer qu'on a exactement la même chose. Quand on a la présence de soldats avec une culture sportive, ils reprennent leurs réflexes. Du rugby pour les Australiens, donc du côté à l'arrière du front qui est situé à Lille. Ici, on voit des Américains aussi qui pratiquent de la boxe, du baseball, ou alors là ici, des Britanniques qui ont aménagé un terrain de football de fortune pour pouvoir justement pratiquer leur loisir favori, le football. Donc ici, finalement, on a véritablement un facteur responsable, c'est-à-dire le football des Tommies, donc ces poilus britanniques, et puisque Tommy Atkins, donc cette image du soldat britannique parfait, donc Tommy Atkins qui dans le jargon de l'époque s'appelle Tommy, et donc qui fait que les soldats britanniques ne sont pas appelés les poilus mais bien les Tommies, eh bien ce Tommies pratique partout. Alors vous voyez, j'ai essayé de vous montrer une image de ce contact primaire, puisque là on voit bien des soldats britanniques jouer, on le reconnaît à l'uniforme. On est le 29 octobre 1914, c'est une photo publiée dans une presse sportive française, et on voit ce soldat français, est-ce qu'il est quoi? Il est connaisseur, il s'arrête parce qu'il est connaisseur, ou il s'arrête parce qu'il est médusé? Et puis la génération d'après. Parce que les gamins qui sont restés à l'arrière du front, ils voient, puis après ils vont pratiquer même. Puis après, c'est même eux, justement, qui vont bien se dire que le modèle gymnique français, il a des limites. Donc là, ici, on a ces Français qui regardent, ces Britanniques qui pratiquent. Et je reviendrai aussi pour vous dire que, bien entendu, dans ce flegme britannique, les photos des Britanniques montrent aussi aux Allemands, continuez à nous gazer, on a nos masques à gaz qui nous permettent de continuer à pratiquer le football. Est-ce que c'était pas une mise en scène? Parce qu'on peut imaginer que la vitesse d'obturation des appareils photo de l'époque ne permettait pas de prendre des personnes en mouvement. Donc on peut plutôt penser à une mise en scène, puisque regardez le terrain sur lequel ils pratiquent, regardez la forme du ballon, regardez les positions et le masque à gaz. On peut peut-être se dire plutôt qu'ils veulent narguer les Allemands en leur disant « Nous, on continue à pratiquer le football partout, tout le temps, plutôt que véritablement dire qu'il s'agissait d'un vrai match de football. » Contrairement à cette dimension-là, on les a bien vus là ici, retirer leur veste, être véritablement en bras de chemise, et là vouloir finalement pratiquer avant de partir au front ou après être justement un séjour au front. Alors, ce football pour les Tommies, il est très très important parce qu'il est ancré dans leur culture de guerre. Mais finalement, on parlait finalement de responsabilité, de réponse à un contexte de vulnérabilité. Mais vous voyez, une des premières vulnérabilités du soldat, c'est l'immobilisme. Oui, dans la tranchée, on attend. On ne fait pas la guerre tout le temps. Puis en plus, il ne faut pas être vu, donc il ne faut pas bouger. Donc cette immobilité, il fait froid. Donc être immobile pendant qu'il fait froid et ainsi de suite. Donc ça veut dire que pour se réchauffer, il faudrait faire quelque chose. Donc vous voyez, quand on va dans cette deuxième ligne, cette ligne où on attend, eh bien,
on va véritablement rompre l'immobilisme avec quelque chose qui va nous permettre de nous sentir vivants. Alors sentir vivant vraiment au sens de c'est vivant et mort, parce qu'on sent plutôt la mort quand on est dans la tranchée, donc on a envie de se sentir vivant quand on est à l'arrière, mais aussi se sentir vivant parce qu'on veut que le sang il bouge à l'intérieur, on veut qu'à un moment donné on transpire, on veut vivre aussi, se sentir vivant avec les camarades, ces camarades qui ont été recrutés dans le même club de football, dans le même club de rugby. Et aussi, véritablement, ce qu'on peut constater dans les archives, c'est qu'il y a une grande verbalisation pour expliquer que c'est aussi un moment pour oublier l'horreur de la guerre. Bah, c'est vrai qu'en effet, quand vous pratiquez du sport, vous oubliez un peu vos tracas. D'ailleurs, on fait souvent en ce moment du sport bien-être ou du sport pour éviter les burn-out ou du sport en entreprise. J'ai envie de vous dire, c'est un peu pareil là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on est là en sport bien-être parce qu'en fait, comme on est dans une situation de mal-être extrême, bah déjà un petit peu de mieux-être, j'ai pas dit bien-être, mais un petit peu de mieux-être, c'est quand même pas si mal. Et ce mieux-être, il est à la fois physique, mais il est aussi psychologique, puisqu'on va s'apercevoir que dans les prisons, eh bien, dans les camps de prisonniers, à l'arrière, et notamment aussi en Allemagne, il y aura énormément de pratiques sportives qui sera développée. Alors donc, c'est une distraction salutaire, parce que finalement, quand vous ne faites pas la guerre, vous allez faire quoi? Voilà, hein, basiquement, on retrouve nos premiers instincts, hein, d'accord? On va boire un coup, beaucoup, d'accord? Beaucoup de crises alcooliques quand même à l'arrière du front. Et puis aussi quoi? Le plaisir de la chair. On a failli mourir, on a envie de se sentir vivant. Les bordels militaires de campagne sont même institutionnalisés. C'est-à-dire qu'en 1915, la prostitution est organisée avec la petite lumière bleue, la petite lumière rouge, selon qu'on est sous-officier ou officier. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport c'est plutôt salutaire parce que on risque pas de choper une maladie pour nous éloigner du front, une maladie sexuellement transmissible. Parce que finalement, on n'est pas aussi pris de boisson pour oublier la guerre. Et donc finalement, on fait sentir son corps vivant et on a une conversation, on a une communication avec ses camarades de tranchée, plutôt justement facilitée par ce média qui est le ballon. Et en plus, ça va renforcer le lien officier-soldat parce que les officiers britanniques vont avoir justement cette éducation issue des public schools, où finalement on faisait ces public schools où on pratiquait par exemple dans la ville de Rugby le football de rugby, qui est aujourd'hui donc ce rugby avec le ballon ovale. Et donc on pratiquait le rugby avec aussi cette dimension où on allait être l'élite de la nation qui allait partir dans les différentes colonies britanniques. Et donc on savait que le sport serait un moyen de se connecter avec ses ouvriers, avec finalement les personnes qui seront sous notre responsabilité. Donc on met le même maillot. Autant vous dire que les officiers français, bien entendu très bien habillés, n'avaient pas du tout cette culture de se mélanger à leurs soldats et pas du tout avec justement une pratique sportive. Alors que pour les Tommies, pratiquer avec ces officiers, eh bien c'était aussi le moyen de réduire cette distanciation et donc de permettre au moment de sortir de la tranchée, quand le lieutenant, le capitaine nous dit c'est le moment, on sort, eh bien on va sortir et on va sortir comme une équipe. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'à un moment donné le capitaine Neville, le 1er juillet 1916, sortira aussi avec un ballon de football pour pouvoir motiver ses soldats puisqu'ils pratiquaient le football avec aussi ses subalternes. Alors pour lutter contre les maladies vénériennes et l'alcoolisme, donc on en a parlé. J'aimerais aujourd'hui utiliser une archive que j'utilise très rarement, et donc c'est pour ça, pardon Xavier, je vous ai demandé de remettre le son. Je vais sortir quelque peu du diaporama pour vous faire écouter un témoignage. Je suis désolé, il est en anglais, mais vous avez la traduction ici. Parce que c'est suffisamment rare, c'est un témoignage que j'ai retrouvé dans le cadre des politiques archivistiques pour le cinquantenaire de la Première Guerre mondiale à l'Imperial War Museum, où, et à ce jour pour moi, et donc on a travaillé avec la BBC, c'est le seul témoignage qui explique que oui, il y a bien eu un match de football à Noël pendant la trêve de Noël de 1914, mais il n'y avait pas de Français, et c'était pas un 11 contre 11 avec Cristiano Ronaldo qui marquait un but. Donc, on y va. Peter Jackson, un officier de l'époque, qui justement va pouvoir nous dire. Alors, j'espère que ça fonctionne. Ah, moi ça fonctionne là. Xavier? Non. Attendez. Est-ce que... Non, c'est pas grave, sinon je vais prendre le micro. Je vais mettre le micro sur le...
Ah, c'est pas grave. Je voulais vous faire écouter Peter Jackson. Donc, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Je vais pas tout vous lire. Je vais simplement vous expliquer un peu ce qu'il nous raconte. Alors, Peter Jackson, en fait, c'est un officier de l'armée britannique qui a assisté dans le cadre finalement des trêves de Noël 1914 à la sortie d'un de ses hommes avec un ballon de football. Alors ça ne fonctionne pas, Xavier, je vous laisse remettre la technique pendant que j'explique ma petite histoire. En fait, il a un premier homme qui veut aller rejoindre un Allemand et qui balance un ballon de football. Et rapidement, en fait, on va se rendre compte que les Allemands sont aussi finalement connaisseurs du football et ont envie de pratiquer. Et donc, ils vont organiser un match, mais ce que dit très bien Peter Jackson, c'est que déjà, c'est le no man's land, c'est compliqué. Il y a des débris, il y a des corps, donc il faut trouver un endroit déjà qui est à peu près neutre. Et puis, comment vous faites avec la tranchée? C'est quoi la tranchée? C'est la ligne de touche. Comment vous faites? C'est-à-dire que s'il y a le ballon qui va de l'autre côté, vous faites comment pour faire la touche? Parce qu'en fait, l'anglais qui mettrait le ballon du côté finalement anglais, ça serait donc l'allemand qui irait faire la touche dans la tranchée anglaise. Inconcevable. Donc il faut faire des règles un peu particulières. Et puis en fait, il y a quand même des fils barbelés, ainsi de suite. Bref. C'est plutôt un match à 15 contre 17 qui va durer une demi-heure. Le ballon, au bout d'une demi-heure, en fait, après avoir frotté les barbelés, va commencer à vraiment être crevé. Au bout d'une demi-heure, on arrêtera plutôt ce qu'on va appeler ce jeu de football, ce jeu de pied-ballon. Et ce jeu de pied-ballon va s'arrêter finalement avec un fantasme. Oui, finalement, le football pourrait permettre de mieux communiquer justement avec entre belligérants. Alors, à ce jour, en tout cas, moi, dans la littérature scientifique, je ne l'ai vu que cette archive. Donc, oui, bien entendu, Danny Boone peut nous raconter ce qu'il veut, ou d'autres nous racontent ce qu'ils veulent. Moi, aujourd'hui, j'ai aucun témoignage de Français qui auraient fait un match de football. Et de toute façon, c'est complètement logique parce que les Français connaissent trop peu le football. Donc, ce qui est plutôt cohérent, c'est de se dire que les Anglais et les Allemands ont pratiqué et que derrière, ça s'explique d'autant plus que les Britanniques vont pratiquer au plus proche des combats. Pendant la bataille d'Ypres, par exemple, ils vont aménager des terrains de fortune, et ces terrains de fortune, vous le voyez, une petite branche, une ficelle, deux drapeaux, et puis là, c'est parti, les autres équipes attendent sur le côté, et puis on n'est pas là aussi pour faire un match de 2 fois 45 minutes, hein. Là, c'est vraiment là, c'est de la distraction. Donc vous voyez que ces archives arrivent de l'Imperial War Museum et que ces Britanniques, en fait, ils vont être véritablement ce médiateur vers les Français parce qu'ils vont inciter les Français à pratiquer. Là, par exemple, ça y est, c'est un France-Angleterre. France-Angleterre, oui, ça fait la rencontre internationale. Et donc, finalement, c'est ça aussi le lieu de la Première Guerre mondiale. C'est le développement de ces rencontres internationales puisque les étrangers sont présents en France. Donc, on y va. On a, par exemple, des matchs de football qui seront en Alsace. Alors, on a ces mêmes matchs, vous voyez, j'ai essayé de vous montrer ces contacts primaires où on va voir par exemple par les chapeaux que sur la même photo, eh bien, on a des Français et des Britanniques qui seront ensemble. Donc c'est finalement ces frères d'armes, ces camarades de tranchée, ces personnes qui vivent le combat ensemble, eh bien, seront amenés à pratiquer ensemble. Bon, un seul problème, c'est que le ballon de football n'est pas dans le pactage des poilus. Par contre, le ballon de football est dans le pactage des Tommies. Donc, quand il y a Britannique, il y a football. Quand il y a poilu, en tout cas en 14, 15, 16, eh ben, c'est pas dit qu'il y ait la possibilité de pratiquer. On le verra tout à l'heure. Les soldats français se verront envoyer des ballons par justement l'arrière, les clubs sportifs, les journaux, pour pouvoir justement leur permettre de pratiquer. Puisque le commandement mettra longtemps à comprendre l'utilité d'un ballon de football dans le pactage d'un soldat. Alors peut-être pas dans le pactage de chaque soldat, mais en tout cas pour la mise à disposition des ballons de football pour les poilus. Alors, vous voyez ici, on est encore en novembre 1915. On voit aussi finalement ces femmes. Parce que finalement, femmes et football, je vous rappelle, on a organisé la Coupe du Monde de foot féminin, il n'y a pas longtemps. Le foot féminin, on n'en parle pas avant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a aussi finalement cette dimension où, non, on ne va surtout pas oublier les femmes parce que les femmes ont rencontré aussi le soldat sportif. D'ailleurs, elles ont même rencontré un autre modèle d'homme.
Notre masculinité à la française a largement été remise en question par cette masculinité sportive des soldats britanniques et des soldats américains. C'est-à-dire que ce corps, nous on était plutôt sur un modèle de dandy, presque efféminé à la belle époque. Et donc ce modèle de dandy est complètement remis en question parce que est-ce qu'un dandy est prêt à porter une mitrailleuse, à mettre ses pieds dans la tranchée, et est-ce que le dandy peut gagner la guerre? Et donc on voit bien que cette masculinité, ces femmes qui vont rencontrer d'autres modèles d'hommes, eh bien messieurs, notre masculinité a largement été modifiée pendant la Première Guerre mondiale. La preuve, aujourd'hui, qui remettrait en cause la masculinité d'un sportif? Mais non, un sportif c'est musclé. Mais non, un sportif ça accomplit des exploits. Mais non, un sportif ça va vite, c'est long, c'est endurant. Donc finalement aujourd'hui cette masculinité qui ne peut plus se traduire, je prends les gens de ma génération à travers le service militaire et le port de l'uniforme, doit se traduire différemment. Et donc l'introduction d'un modèle de masculinité basé sur le sportif est aussi véritablement développée pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a véritablement aujourd'hui une structuration de la pratique du football par le commandement britannique avec des choses très concrètes. Ils font des terrains de football, mais n'oubliez pas que les terrains de football qu'ils font pour eux, mais ils sont en France. Donc quand ils s'en vont, on le garde le terrain de football. Qu'après derrière, ils vont distribuer des ballons de football ou du matériel sportif en général, et quand ils repartent, ils nous les laissent, ou directement pendant la guerre, ils nous le prêtent, voire ils nous le donnent. Alors je dis nous, pour les soldats français, mais aussi pour les populations civiles dans lesquelles les cantonnements sont basés. On va s'apercevoir qu'il y aura des tournois de football développés, du tournoi inter-baraque. Donc là vraiment, d'ailleurs, dans le Nord, d'accord, la baraque Afrique du Nord, c'est d'abord la baraque, the barrack, parce qu'il fallait bien la construire, la petite guérite en bois dans laquelle on allait vivre. Puis une fois qu'on est resté, alors on n'a peut-être pas fait des frites tout de suite dedans, mais en tout cas le mot baraque, c'est comme le mot vasisdas, qui était introduit à des époques différentes. Donc c'est-à-dire que là, la baraque, le match inter-baraque, c'est pour montrer que ne serait-ce qu'à l'intérieur de la baraque, on va même avoir une équipe de football. Et on va même avoir des finales interdivisionnaires, c'est-à-dire le plus haut niveau après le niveau interarmé. Alors qu'en France, on n'est pas encore en train de se dire qu'on va réussir à avoir 11 personnes qui font du football à l'intérieur d'un régiment. Pas du tout. Peut-être un ou deux qui font un peu de football, mais sinon, pour les autres, c'est une découverte. Alors dans les villes où largement la présence britannique dépasse, d'accord, Abbeville, donc Abbeville, une petite ville située donc proche de la baie de Somme, eh bien 20 000 habitants pendant la Première Guerre mondiale, je pense qu'on doit être à peu près sur la même chose, 20-25 000 habitants, mais 100 000 Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Donc on est sur un rapport de 1 à 4. Il y a beaucoup plus d'Anglais que de Français. Puis en plus, les hommes de 18 à 40 ans sont partis au front. Donc ceux qui sont capables de faire des choses et de montrer aux jeunes et aux femmes quel est le modèle du corps à développer pour être l'homme qui va gagner la guerre, eh bien ce sont ces sportifs anglais qui vont pratiquer, qui vont développer des championnats, même faire des ligues, notamment à Calais et à Abbeville. Donc on va voir cette... alors non, bien sûr, ça ne va pas marcher parce que j'ai changé d'ordi. Ça, c'est donc... je m'excuse, donc là, on avait donc une vidéo vous montrant justement véritablement ces soldats pratiquant au contact des Français. Je m'aperçois que donc on ne pourra pas regarder celle-ci, à moins de l'avoir là. Je remets ici, pardon, excusez-moi. Est-ce que ça va fonctionner? Ça serait bien que ça fonctionne. Et non. Ok. On va le faire différemment. J'aurai quand même une vidéo, j'ai quand même prévu en secours une vidéo à côté. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? C'est que, oui, il y a la ligne de front, mais véritablement, le creuset sportif, il est à l'arrière du front, bien entendu proche des ports, ou alors des villes de garnison. Donc là, plutôt ici dans le nord de la France, mais on verra que énormément d'endroits... même pas forcément proche du front. Saint-Nazaire sera largement américanisé et avec le développement de sport ou finalement des grands ports seront largement utilisés. Et donc, on aura un creuset sportif qui sera basé en fonction de la présence des alliés et on ira donc jusqu'à cette acculturation sportive. Donc cette acculturation, elle se passe essentiellement, par exemple, à Abbeville, Calais, Boulogne, et ça se traduit comment? Par l'explosion des équipes de football. Alors cette explosion des équipes de football pendant la Première Guerre mondiale, avec donc des personnes qui ne sont pas des hommes en âge de combattre, c'est-à-dire que les 18-40 ans ne sont pas là, donc c'est essentiellement des équipes de jeunes qui donc deviendront des adultes et qui perdureront.
Regardez simplement le développement du football dans le Nord. Je prends que le Nord-Pas-de-Calais, pas les Hauts-de-France, mais que le Nord-Pas-de-Calais. On a une densité de clubs de football qui est impressionnante par rapport aux autres anciennes régions. Et on a aussi finalement cette dimension chez les personnes qui n'étaient pas touchées, des ouvriers, mais aussi ces gymnastes. Parce que les clubs de gymnastique vont avoir à l'intérieur des sections football. Donc finalement, une petite comptabilité, puisque c'était très compliqué de faire ville par ville. Je l'ai fait pour Boulogne-sur-Mer. On a 3 équipes de football à Boulogne-sur-Mer avant la Première Guerre mondiale, et on en aura 30 équipes pendant la Première Guerre mondiale. Il y a des matchs tous les jours si on prend les Anglais et les Français, et bien entendu, il y a des affluences records pour le match international franco-anglais. Ça se traduira finalement d'un côté, dans la presse, dans cette volonté d'utiliser le sport comme un outil de propagande. Vous voyez, donc cette entente cordiale entre l'Empire britannique et l'Empire français se traduira aussi à travers le football, et donc ce jeu de football qui est réalisé ici avec donc la tête d'un Allemand avec un casque à pointe. Alors, Meaux est ici, tout en bas à droite, et on voit qu'en fait ce front il va bouger, et que ça aura aussi un impact sur véritablement la découverte et l'apprentissage pour la jeunesse rurale. Parce que pour l'instant, en fait, les cantonnements étaient plutôt basés dans les grandes villes ou dans les ports. Pourquoi ? Parce que facile d'acheminer du matériel. Dans les grandes villes, parce que y a des chemins de fer. Et donc, on n'avait pas encore investigué, mais mis des cantonnements dans des villes, en dehors des villes. Sauf que, par exemple, si je prends simplement vraiment l'offensive de 18 où on aura une percée allemande, et bien cette percée allemande va nécessiter un repositionnement des troupes britanniques, mais un repositionnement très précipité, donc c'est-à-dire que ça sera des cantonnements de fortune, sauf qu'on ne va pas oublier dans ces cantonnements de fortune d'avoir aussi la construction d'un terrain de football ou d'un équipement sportif. Et donc c'est là où on va constater véritablement une ruralisation du fait sportif à travers d'abord l'observation. Les ruraux vont observer. D'ailleurs, soit dit en passant, les agriculteurs qui doivent mettre à disposition leurs terres du grand commandement britannique déjà sont pas très ravis. Mais en plus, si c'est pour que leurs champs servent de terrain de football, c'est l'incompréhension. Dans les archives, on le voit très bien, il y a des agriculteurs qui écrivent à la préfecture, par exemple, pour dire « Rendez-moi mon terrain, j'en ai besoin pour cultiver, ça va servir la France, pourquoi c'est un terrain de football, je ne comprends pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. » Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une incompréhension totale. Pourquoi faire un terrain de foot plutôt que de cultiver des patates? Donc là, aujourd'hui, on aura une observation, une imitation. Bien entendu, ils vont aussi inviter les Français à pratiquer. Et donc, quand ils vont partir, eh bien, dans les zones rurales, eh bien, on aura ces terrains de sport qui vont rester et ce matériel sportif qui va rester. Et on verra clairement le développement de clubs de football, donc ruraux, en relation avec la présence de soldats alliés. Et c'est véritablement ce prolongement qui est intéressant, puisque je vous prends qu'un seul pour vous montrer comment ça se passe dans les archives. Dans l'archive du Nord, archive du Pas-de-Calais ici, archive du Pas-de-Calais, il y a un questionnaire qui nous indique voilà, qu'est-ce que ça donne finalement après la Première Guerre mondiale, les associations dans telle ville. Donc là, pas besoin de savoir où est Seigneville, bon, pas sur la côte d'Opale. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que James Bingham, directeur du camp de munitions anglais à Seigneville, eh bien, est le président du club de foot de Seigneville, mais donc c'est un club de foot dont le président est un Anglais, et il va léguer, pas de modification au statut en 1921, pas de modification au statut, remplacement du vice-président à la préfecture d'Abbeville et nomination du nouveau président, vice-président secrétaire, ce qui est normal, c'est une association loi 1901. Et là, même dans l'association, loi 1901, elle est léguée à des Français. Et donc là, tout le job est fait. Ils ont créé les clubs, ils ont créé les terrains, ils ont donné les ballons, ils ont fait les championnats. C'est parti les Français. C'est la leçon de sport. Donc là, on a ces Britanniques, mais bien entendu, les Samis vont aussi nous léguer, nous apprendre des choses. Alors, donc là, ici, véritablement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a eu une première vague, puisqu'on doit parler de deuxième vague à partir de 19h55. Donc, il y a une première vague sur ce côté, finalement, développement.
Puis après, donc le développement fait par les Britanniques, la première vague d'acculturation, de sportivisation de la France, c'est les Britanniques, et la deuxième vague, et donc l'accélération après, c'est les Américains. Alors bien entendu, ils arrivent avec d'autres choses. Alors le sport est aussi, par contre, dans leur culture, leur passe-temps favori. Par contre, ce n'est pas le football et la boxe, c'est le baseball et le basketball. Et là, on a véritablement le développement de ces activités. Pareil, cette photo n'est pas très intéressante. Voilà, ok, on voit des Américains. Le plus intéressant, c'est le gamin. Parce que le gamin, je ne suis pas bien sûr qu'il connaissait ce que c'était que le basket et le football, le baseball et le basket, avant de voir arriver les Samis. Et en plus, pareil, eux vont arriver avec des battes, des gants, des balles, et ainsi de suite, et ils vont les prêter, les donner aux Français. D'ailleurs, avec une vision beaucoup plus stratégique. Ils veulent laisser un ancrage de la culture américaine en France, puisque les Français ont été largement inspirés par la culture britannique, dans le sport, mais aussi finalement dans le tourisme, dans la façon de développer les écoles, et ainsi de suite. Alors que les Américains, ils sont en crise, parce qu'ils n'existent pas aux yeux du monde. Donc là, ils se rendent bien compte que c'est leur moment. Et donc, ils veulent exister. On connaîtra davantage dans les années 50, 60, 70, toute finalement cette américanisation de la société souhaitée par, justement, à travers de la musique, du cinéma, et ainsi de suite. Mais finalement, déjà là, à travers le sport, ils veulent laisser un ancrage, un héritage dans la culture sportive française. Alors c'est un étonnement pour les Français parce que forcément, encore une fois, ils voient découvrir d'autres choses. Alors ils voient découvrir le baseball, le soldat noir. Alors on en a l'habitude avec nos colonies, mais là, le noir américain qui fait du sport au contact des Français, regardez les chapeaux qui sont derrière, c'est véritablement quelque chose qui va bouleverser, puisque, n'oubliez pas, dans l'armée américaine, les Noirs sont encore sous-considérés, puisqu'il n'y a toujours pas eu l'abolition de l'esclavage. Donc pour les Noirs américains, pratiquer le sport avec des Blancs et être considérés comme quelqu'un qui est valorisé parce qu'il apporte un supplément de culture, c'est complètement nouveau pour ces Noirs américains. Donc là, ici, on avait aussi finalement le sport qui va permettre de développer aussi un repositionnement de certains types de populations à l'intérieur des armées. Ce qu'on peut dire, c'est que les Américains, ce qu'ils nous apprennent surtout, c'est ce lien avec le moral. En fait, les Britanniques, eux, ils ne se sont pas dit on va travailler avec un objectif précis. Ils font du sport, on les regarde, on fait avec eux, donc par effet d'entraînement, on fait du sport. Par contre, les Américains, notamment en la personne de John Pershing, donc leur général en chef, eh bien, rapidement, il va prendre conscience que l'armée française, elle est fatiguée et qu'il y a surtout une fatigue qui est une fatigue morale. Et qu'un élément qui permettrait de redonner du moral aux combattants, c'est le développement du sport. Et ça va passer par... pardon, j'aurais dû mettre des vidéos, des extraits sonores pour bien vous montrer ça, mais ça va passer par véritablement un acteur, ou en tout cas une association bien particulière qui donc s'appelle les YMCA, les Young Men Christian Association. Et là ici, les YMCA sont véritablement donc ces regroupements de la jeunesse, alors on va dire chrétienne, pas catholique, chrétienne, pour pouvoir justement faire œuvre d'éducation, et pas que d'éducation morale, mais aussi d'éducation physique, eh bien, vont être développés à l'intérieur du territoire français de façon très importante, jusqu'à 1500, plus de 1500 YMCA sur l'ensemble du territoire, pour pouvoir finalement avoir des bases de pratique, avoir des bases d'amélioration du moral. Par de l'alimentation, par de la musique, par d'autres activités que le sport. Bien entendu, moi je me suis focalisé sur le sport. C'est-à-dire que quand vous avez une YMCA, qu'on appellera d'ailleurs en français un foyer du soldat franco-américain. Oui, il faut bien refranciser les choses. Eh bien, ce foyer du soldat franco-américain, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est un facteur de passation culturelle. Puisque en plus, on va nommer des directeurs athlétiques, c'est-à-dire que les Américains vont faire exprès d'envoyer des directeurs de YMCA qui sont eux-mêmes finalement des sportifs et qui sont envoyés en France pour développer le sport dans ces foyers, et notamment,
je vous ai pris qu'un extrait d'un des articles du règlement intérieur des foyers du soldat, qui est le développement des jeux et des sports de plein air est une des finalités donc, des foyers du soldat, et c'est le rôle des directeurs américains de mettre en place ce programme sportif à destination des soldats américains, des soldats français et de la population locale. Je vous ai mis un plan. Je vous ai mis un plan d'une YMCA basée ici, donc le long de la Somme. On pourrait très bien se dire que c'est la Marne. Donc le long de la Somme, dans un petit village. Alors Hérondelle et Pont-Rémy aujourd'hui, on ne dépasse pas le millier d'habitants. Hein. C'est vraiment des petites communes. Mais dans une petite commune, on a un terrain de football et de baseball, on a un ring de boxe, on a une aire de cricket, bien entendu, parce que cette YMCA, elle doit correspondre aussi aux us et coutumes des Britanniques. On a du basket, du volleyball, mais tout ça, rendez-vous compte, le volleyball c'est inconnu ou c'est très peu connu. Le basket c'est la même chose. Donc le cricket, alors là n'en parlons même pas. Est-ce que vous connaissez les règles du cricket? Vous avez déjà regardé un match de cricket en France, c'est le calme plat au niveau cricket. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a véritablement ici un centre d'acculturation. Et donc ici, j'avais ce témoignage donc de Percy Carpenter, directeur d'une YMCA, qui indique que quand il arrive dans un foyer, il tourne autour de la ville pour repérer de bons champs pour le football. Donc imaginez cet agriculteur qui se voit donc préempter des champs pour faire du foot, du basket, du baseball, du volley. Il rend visite au maire pour trouver le propriétaire et pour avoir la permission d'utiliser son terrain. Alors ça c'est aussi euphémisé, parce que la réalité c'est que le commandement militaire lui dit si, puisque ce secteur-là va être américain, donc ils vont faire ce qu'ils veulent. Et après, derrière, ils vont demander une autorisation à l'officier de service pour obtenir le matériel, et nous trouvons quelques poilus pour dresser le terrain. En soirée, je traîne autour des soldats dans le foyer, je parle de sport avec eux, et je trouve ceux qui sont intéressés et organise un match de football pour le premier jour, et puis le met en place, et le démarrage est fait. Et donc là, voilà, c'est une œuvre, vraiment, là, c'est de l'artisanat de la leçon de sport que prennent les Français. En même temps, on a aussi une dimension qui est très nouvelle, la dimension des spectateurs, puisque les matchs de football ou les compétitions de sport en dehors de la boxe et du vélodrome, où on a l'habitude d'avoir de l'audience, eh bien, il y a très peu de spectateurs. Et là, c'est vraiment ça qui est nouveau, c'est les spectateurs. Et regardez en plus, ces spectateurs, ce sont des femmes, ce sont des jeunes, ce sont finalement ces personnes qui sont intriguées par la nouveauté importée en France. Au-delà de l'armistice, au-delà de la signature de la paix en 19, on va avoir aussi une action américaine qui va être centrée sur les comités américains pour les régions dévastées. C'est-à-dire que les Américains, dans ces œuvres américaines, ces œuvres de bienfaisance, eh bien, vont décider d'aider les régions dévastées. Ici, par exemple, on est proche de Soissons, et ils vont décider de développer, par exemple, l'éducation, et dans l'éducation physique, et dans l'éducation physique des jeunes femmes. Et ici, c'est complètement nouveau de voir des jeunes filles françaises pratiquer le basketball en France en 1923 dans un petit village. Alors je sais, hein, la ruine montre le décalage. Mais finalement, quand vous faites la passe à votre camarade, je ne suis pas sûr que vous voyez la ruine. D'ailleurs, on vous a même dit, non, il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est une femme, très peu de pratiques féminines à l'époque, hein. Donc, et surtout dans le monde rural. Et regardez donc aujourd'hui, dans le nord de la France, le développement du basket féminin par rapport au développement du basket féminin dans d'autres territoires français. Alors, c'est l'œuvre notamment de Anne Morgan, donc la fille de J.P. Morgan, le richissime américain, et puis aussi donc de Anne Murray Dyke, qui vont finalement réussir à rassembler ces fonds américains et les utiliser en France, notamment pour de la reconstruction de l'agriculture et de l'éducation. Et dans l'éducation, il y a surtout lire et faire du sport. Nous, on nous a dit que c'était lire, écrire, compter, le plus important. Dans notre vie physique d'adulte, j'ai cru comprendre aussi que la pratique sportive, ça serait quand même mieux d'en pratiquer pour éviter justement les rythmes, les insuffisances cardiaques, les troubles après de tension. Maintenant, si on dit le remède pour le mal de dos, c'est le mouvement.
Enfin voilà, soit dit en passant, faites de l'activité physique et sportive, mais en tout cas, c'est ce que Anne Morgan vient nous dire à travers donc l'installation du CARD, c'est-à-dire le comité d'action aux régions dévastées, qui va donc développer un certain nombre d'actions. Regardez aussi, de construire véritablement ces outils. C'est un outil, un terrain de basket est un outil d'éducation. Donc après, on revient sur cette fête avec d'autres photos. Et puis on revient aussi à cette volonté de développer par exemple le football. Et ici, c'est une équipe de football. Alors, ils sont bien habillés, hein, parce qu'en effet, ils avaient un petit peu de moyens. Et puisque Anne Morgan a acheté le château de Blérancourt pour en faire le QG de son action sociale. Et après, derrière, elle a développé aussi le sport. Donc l'équipe de foot de Blérancourt ne pouvait pas ne pas être une équipe digne d'Anne Morgan. Simplement, dernier exemple, le comité américain pour les régions dévastées donne 250 000 écus or pour, par exemple, le développement du tennis club de Reims. Donc on voit que l'action est très très large. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Ah, ok. Et ben voilà, c'est pour ça que je demandais. Voilà. Donc ces poilus, ils pratiquent. Et donc ils pratiquent entre le Cafard et le Pinard. Derrière, ils pratiquent, mais surtout pour les classes ouvrières et rurales. Ils pratiquent aussi, et ils nous le disent dans les journaux de tranchées, ils nous disent que la bonne volonté a suppléé à leur inexpérience et ils se mélangent avec ardeur avec ceux qui sont de vieux sportsmen. C'est-à-dire qu'on nous dit à l'intérieur d'un journal de tranchées qu'il y a bien ce brassage de ces personnes qui ne connaissent pas le football avec ces personnes qui connaissent le football. On voit la cage de foot qui est faite derrière. On voit que finalement, si on regarde l'équipe de football à l'intérieur, eh bien certains font partie par exemple d'un club, comme le Racing Club de Tourcoing ou comme l'USA Clichy, mais certains n'ont pas de club, et donc ils découvrent le football. Qu'on aura certains officiers comme le général Cordonnier qui va même développer le Poilus Park, où il y aura véritablement le développement du sport, puisque c'est assez rare d'avoir un général qui s'implique dans le développement du sport dans l'armée, et que finalement la crise du moral sera largement développée, enfin sera largement un facteur de développement du sport, puisque Pétain va mettre en place un certain nombre de choses, mais ce qu'on va retenir pour le sport, c'est qu'il mettra en place 3 jours de repos. Et donc dans ces 3 jours de repos, pour éviter que ces 3 jours de repos, ça soit de l'alcoolisme, de la prostitution, ou aussi finalement des moments où les corps sont aussi mutilés, eh bien on va développer le sport. Je vous montre simplement une archive que moi j'ai mis plusieurs années à trouver. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les archives militaires consulter les millions de feuillets. Voilà, moi j'ai pu trouver une lettre de la direction de l'infanterie qui dit le 24 septembre 1917 qu'on va reconnaître le développement du football dans l'armée et qu'on va commander 4 à 5 000 ballons pour les remettre immédiatement dans les cantonnements. Bien entendu, 4 à 5 000 ballons ne seront qu'une première commande. Il y en aura après derrière le développement du football grâce à l'armée. Et puis après derrière, n'oublions pas, puisque c'est aussi une pratique qui naît pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le sport des blessés et des mutilés. Oui, en effet, il y a eu des progrès, on le voit dans le musée qu'il y a des progrès en termes justement des prothèses et ainsi de suite. Mais par exemple, les Britanniques et leurs frères d'armes canadiens vont pratiquer le football même s'ils ont une gueule cassée. Qu'on aura des centres de rééducation en France où aussi on va pratiquer le sport pour rééduquer le corps à être apte à retourner dans la tranchée, que derrière on pratiquera le sport dans les camps de prisonniers, et dans ces camps de prisonniers, eh bien, en fait, on est mixé entre Britanniques, Russes, et donc finalement la triple entente eh bien, est regroupée dans la même équipe de football à l'arrière, et que dans ces camps de prisonniers, eh bien, les Américains, eux, développeront le volleyball en Allemagne, et aussi le football en Allemagne par les Britanniques, et les Allemands seront aussi largement acculturés, footballisés pendant la Première Guerre mondiale.
Donc là, ici, on a ces symptômes. Je vous passe rapidement, finalement, le fait qu'on a eu 17 France-Nouvelle-Zélande en rugby pendant la Première Guerre mondiale parce que les Néo-Zélandais étaient là, qu'on a des équipes militaires de rugby qui se sont constituées, que la démobilisation est véritablement un moment clé parce que dans l'esprit, la Première Guerre mondiale ne s'arrête pas du tout au 11 novembre, au moins jusqu'à la signature du traité de paix et bien au-delà. Et donc on aura une compétition qui est incroyable, qui s'appelle les Jeux interalliés en 1919, une compétition entièrement financée sur des fonds américains, qui va véritablement marquer à la fois dans le territoire avec l'établissement d'un stade, mais aussi dans les méthodes d'entraînement, mais aussi dans la constitution des équipes de France, cette dimension. Je voudrais terminer donc par, si je l'espère, une vidéo, puisque là on n'a pas besoin de son, donc j'espère qu'elle va fonctionner. Une vidéo, donc... Ah, vous l'avez pas, pardon. Attendez, hop, hop, hop. Allez, il faut que ça marche. Ah, super. Voici les Jeux interalliés. Regardez le monde qu'il y a, c'est complètement novateur. Il n'y a jamais eu 60 000 personnes pour une manifestation sportive avant. Bien entendu, c'est des faux Jeux Olympiques, mais en fait, on ne peut pas appeler ça des Jeux Olympiques parce qu'il n'y a que les pays vainqueurs qui sont présents. On y pratique certains sports où les Américains ne vont pas briller comme l'escrime, mais bien entendu, ce sont les Américains qui vont largement dominer. Mais dans cette dynamique, eh bien, il y aura l'ensemble des sports olympiques qui seront représentés, que c'est assez préfigurateur des Jeux Olympiques de Paris 1924, et que le général Pershing, ici à gauche, donc, aura porté, en tout cas dans sa façon de commander ces Jeux Olympiques, il les aura commandés même, je ne rentre pas dans les détails, simplement pour dire que là on a vraiment cette leçon de sport américaine en France, grâce aux Jeux interalliés, qui reprend finalement l'ensemble des mécaniques avec les saluts. N'oublions pas que les Jeux Olympiques, il y a aussi finalement l'ensemble des délégations qui sont à l'intérieur, ils sont alignés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a cette relation pour pouvoir justement avoir cette leçon de sport en entier. Les femmes ont largement été impactées, et je voulais terminer avec Meaux quand même, parce que j'ai noté qu'à Meaux, il y avait un club de baseball et de football américain qui s'appelle les Aigles de Meaux. Je serais très intéressé pour savoir finalement, bien entendu, le club. J'ai vu que le club avait été constitué dernièrement, enfin en tout cas, il y a peut-être qu'une quinzaine d'années, mais il m'étonnerait très fort que la culture des sports américains à Meaux n'ait pas un héritage avec la Première Guerre mondiale, que nous, dans le Nord, on a le trail des poilus, et vous avez le trail du soldat de la Marne, mais qu'en fait, ça n'est qu'une pratique et des événements sportifs qui montrent l'ancrage territorial, cette façon de faire autrement ce devoir de mémoire, ce lien avec le tourisme de mémoire, puisqu'en plus, les pratiquants de trail sont des classes sociales supérieures qui ont aussi envie de pratiquer pour autre chose que transpirer, et donc avec cette dimension culturelle, que le musée est déjà un point de départ, une base de départ de rencontre, de développement d'activités sportives, mais que ça pourrait l'être encore plus, et qu'il me manquait encore une ou deux images. Quand on a convoqué par exemple en Seine-et-Marne un ensemble de rencontres entre des équipes de football allemand, des équipes de jeunes de football allemand, des équipes de jeunes de football français à l'occasion du 11 novembre 14, 15, 16, 17, 18 pour montrer finalement la réunion des Français et des Allemands à travers le football, eh bien on montre quelque part que cet ancrage du sport pendant la Première Guerre mondiale, il est très présent. Et pour terminer, je dirais que le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale, et qu'on s'en aperçoit encore aujourd'hui, puisque quand vous allez dans le monde et que vous demandez par exemple le nom du président de la République ou vous demandez le nom du Français le plus connu, souvent on vous dit Zinedine Zidane, puisque le sport et le football est le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale. Merci pour votre attention. On peut poser plein de questions apparemment, moi je suis ravi. Oui, monsieur. Bonjour. Oui. Oui. Bien sûr. En fait, quand vous deviez venir des États-Unis en France, de Nouvelle-Zélande en France, vous passiez quelques semaines sur le pont des bateaux. Et donc il a fallu inventer finalement
une pratique physique de fitness, pour rester en forme, le fitness, ou alors du pilate en passant par un ensemble d'exercices où vous avez donc un moniteur qui montre, et puis des soldats qui exécutent. Et donc en fait, ces pratiques chorégraphiées qu'on va appeler aujourd'hui, allez, Zumba, Pilate, ce que vous voulez, et ainsi de suite, bah c'est quoi? Bah c'est quelqu'un qui est sur le pont, il est en haut, les autres ils sont là, et ils reproduisent le même geste. C'est-à-dire que comment vous faites du sport, ou comment vous conservez les qualités physiques de vos soldats, alors qu'en fait vous partez plusieurs semaines en bateau. Et donc en effet, la Première Guerre mondiale n'a pas créé ces pratiques sportives, mais elle a bien largement contribué à son développement, et notamment son développement en France, puisque les soldats le pratiquaient donc sur les bateaux, ils le pratiquaient après derrière dans les cantonnements, puisque c'était aussi le moyen de pratiquer avec un groupe très important, ce que les pays, parce qu'en fait c'est aussi une tradition qui émane des pays de l'Est. Alors on pense plus à la référence américaine là-dessus, mais vous avez aussi les SOCOL, S-O-K-O-L, qui sont développés justement dans les pays de l'Est, où on verra ces grands rassemblements en ligne où on aura un moniteur et d'autres personnes qui reproduisent exactement le même geste. Donc quelque part, ces modèles de pratique de fitness sont aussi le moyen de pratiquer avec un grand nombre, et donc des pratiques où vous avez besoin de peu de matériel et donc de peu d'installation. Et donc c'est en effet, on va dire, la pratique sur le pont des bateaux qui a largement développé ça. Oui. Oui, alors, en effet, merci beaucoup pour votre question, monsieur. Alors, je dois reprendre la question, parce que j'ai oublié. La question est donc la question est autour, finalement, de la connaissance du football par les Allemands avant la Première Guerre mondiale. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Les Allemands sont aussi de culture gymnique, alors qu'ils appelleront le Turnen. Et donc, sauf que ils ont davantage de compréhension de l'utilité du sport avant la Première Guerre mondiale. Donc, ils seront en tout cas, moins réfractaires à l'utilisation du sport, mais ils seront, on va dire, comme les Français, de culture gymnique, et donc ils vont quand même largement se faire sportiviser ou acculturer sportivement pendant la Première Guerre mondiale par les soldats alliés, pas que britanniques, mais aussi américains. Il y a un excellent bouquin là-dessus qui montre véritablement comment l'Allemagne est devenue un pays de football en ramenant finalement les souvenirs de football de France ou des camps de prisonniers vers les Allemands qui, eux, ont été très très loin du front de la Première Guerre mondiale. J'ai répondu à votre question, ça va? Peu. Ils ont une culture génique. Nous aussi, on le connaît. Hein. Nous aussi, on le connaît. Le football, il est connu à Roubaix. Le football, il est connu à Paris. Le football, il est connu dans les grands centres urbains par les classes sociales, bourgeoises, les hommes adultes et qui ont fréquenté le lycée ou l'université. Enfin, si vous prenez comme critère hommes, lycée, urbain, bourgeois, bah, ça fait une portion congrue de la population, puisque la majorité de la population, c'est des hommes ruraux qui ne sont pas du tout allés au lycée ou à l'université, puisque il ne faut pas oublier que le système primaire est la base, avec donc finalement on s'arrête de travailler, la scolarité s'arrête à 13-14 ans. C'est-à-dire que l'Allemagne est sur la même dynamique, c'est plutôt une nation gymnique, donc ils le connaissent peu, mais ils sont moins réfractaires à la bascule sportive, parce qu'ils y voient, une correspondance avec la guerre. Je vais vous prendre simplement leur méthode de préparation en termes d'équipement. On voit bien qu'ils sont mieux équipés à la guerre, mais aussi parce qu'ils sont moins réfractaires au changement. J'ai la sensation que notre culture, elle est à peu près toujours au même endroit en termes de réfractaire au changement. La France, c'était plutôt la culture sportive, c'était, enfin, à mon point de vue, je ne sais pas, hein, peut-être, le cyclisme. Ouais. Bon, c'est très difficile de faire du vélo, à part les chasseurs cyclistes qu'il y avait au début de la guerre, enfin les renseignements, c'est très difficile, alors que le baseball, le football, c'est
Alors oui, justement, alors je vais me permettre de reprendre votre argument sur l'espace du sport, puisqu'en fait vous avez totalement raison. L'espace du sport, à partir du moment où on arrive à le mettre dans un espace réduit, ça sera beaucoup plus facile de le pratiquer. D'ailleurs, on fait le lien avec le pilate. Un pont de bateau, c'est assez facile, et puis finalement il ne faut pas beaucoup d'espace. Le terrain de football qui est un espace finalement marqué, où en fait on va pouvoir ancrer la pratique à l'intérieur d'un espace et dans un temps défini. Et donc le cyclisme va reprendre exactement les mêmes codes, puisque avant d'avoir le Paris-Roubaix, on a eu le vélodrome de Roubaix. Et donc on a eu les vélodromes, puisque le Parc des Princes est un vélodrome, et donc l'ensemble des stades sont d'abord des vélodromes, et il y a un terrain au milieu pour y pratiquer du rugby, du football, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en effet, je vous rejoins, on a d'abord une culture de la vélocipédie, comme je l'ai indiqué dans la présentation, et dans la culture des espaces, puisqu'on est dans des espaces industrialisés, c'est-à-dire dans les villes, on peut construire des espaces, alors qu'en effet le Tour de France ne se développe qu'en 1903, avec d'abord une difficulté, comme vous l'avez très bien expliqué, le terrain. Le terrain de sport n'en est pas un, puisque c'est un terrain, c'est une route. Et donc on a eu extrêmement du mal à le transformer en terrain de sport. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple en termes de tout ce que vous voulez, sécurité, organisation, ainsi de suite, de faire un match de football que d'organiser ne serait-ce qu'une compétition cycliste sur route ouverte. Il n'y a qu'à voir le nombre d'affiches publicitaires qu'il y avait sur les marques de vélo, Peugeot Oui. La Perle, etc. On est de toute façon, vous avez raison, on est de toute façon dans une culture beaucoup plus cycliste, beaucoup plus de sports traditionnels, donc liés à l'art de la guerre comme l'escrime, l'équitation et ainsi de suite, en France, que de sports dits de tradition britannique ou américaine, comme donc on a cité le football, mais on pourrait donc aussi citer le basket, le volley et ainsi de suite. Pour reprendre votre question, monsieur, sur est-ce que c'est connu en Allemagne, bah, dans ce cas-là, le basket est aussi connu en France. On le connaît, mais qui le pratique? C'est-à-dire qu'on le connaît, mais à l'intérieur du cercle parisien. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dire que les jeunes filles des villages de l'Aisne connaissent le basket. Et donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est bien, et ça me permet de rajouter donc quelque chose, c'est-à-dire qu'on a la connaissance d'eux, mais que la Première Guerre mondiale est un agent de démocratisation. C'est l'agent de la diffusion sociale. On passe de la classe bourgeoise à la classe populaire, on passe de l'espace urbain à l'espace rural, on passe que des hommes avec un peu de femmes, et donc on a cette diffusion sociale qui est une étape indispensable avant la démocratisation. Tout à l'heure, lors de la diffusion de l'image où on voit les soldats noirs américains jouer au baseball, vous avez parlé de l'abolition de l'esclavage, ce qui n'était pas. C'est plutôt la ségrégation que l'esclavage en 1914. Alors oui, mais vous avez encore, vous avez raison, pardon, donc je me suis trompé dans véritablement les termes employés. En tout cas, vous avez encore une domination des blancs sur les noirs. Vous avez toujours une position qui fera même que les soldats noirs américains ne seront pas mis dans une position de combattants qui pourraient obtenir une victoire de guerre, puisqu'ils sont encore sous-considérés. Alors que, comme en France, on est un empire où on a eu l'habitude, justement aussi avec la Première Guerre mondiale, d'avoir cette relation avec l'ensemble des colonies, et donc des ethnies différentes, parce qu'il y a aussi les Indochinois et donc les Maghrébins, les personnes d'Afrique noire et ainsi de suite, eh bien, on a moins, voire même on n'a plus cette division ethnique, notamment dans la pratique sportive, puisque on sait que, surtout en 1917-18, quand les Américains sont là, on sait qu'on a besoin de tout le monde. Donc on a eu besoin du tirailleur sénégalais, on a eu besoin justement de l'ensemble, par exemple, des soldats marocains, mais aussi des soldats indochinois et ainsi de suite, pour, de toute façon, essayer de faire quelque chose. Donc le soldat français a finalement une meilleure reconnaissance du soldat noir américain que le soldat blanc américain sur le sol français. D'ailleurs, les soldats noirs américains, ils n'ont pas de casque, et c'est les Français qui vont leur donner des casques pour protéger leur tête, parce que ils étaient aussi déjà sous-considérés, ne serait-ce que dans l'équipement. Oui, alors justement, c'est ce que je viens de dire, ils n'allaient pas au combat, et
donc, parce que le combat était l'endroit de la noblesse. Alors, c'est de là cette relation, notamment avec les Français, c'est-à-dire que quand ils vont arriver avec leur culture sportive américaine, eh ben, ils vont davantage la disséminer auprès des soldats français, parce que justement, il y a une relation proche, ce qui est essentiellement des personnes qui vont aider dans la mise en place, on va dire, logistique et matérielle. Il y a peut-être des questions sur le chat. Il n'y en a pas. Ils se sont... Oui, monsieur. Ouais. C'est du marketing territorial. Non, mais là, on est en plein marketing territorial. Voilà, est-ce que c'est du marketing? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une démarche qui peut être un peu salutaire? Est-ce que c'est quelque chose à creuser? Comment on voit ça? Je vais vous donner une réflexion internationale sur ce point, c'est-à-dire comment permettre aux jeunes gens, donc à la génération Z, donc on va dire les 15-20 ans, américains, australiens, britanniques, français, comment on va les intéresser à la Première Guerre mondiale? Ben, si vous dites à un moment donné, il y a LeBron James qui fait un match de basket américain, par exemple, avec un Français dans le cadre d'eux, ou quand il y a les soldats néo-zélandais qui viennent jouer contre les soldats français dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale et qui après, derrière, ils vont eux-mêmes sur un cimetière néo-zélandais ou ainsi de suite, eh ben, j'ai envie de dire, ça a permis de fixer déjà dans la tête de la génération Z le fait que la Première Guerre mondiale, ben, ça existe. Et puis il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que si ça doit servir, si ces événements, par exemple là, un trail ou une randonnée, ainsi divers et variés, permet d'être un événement familial où il y a déjà un devoir de mémoire locale pour pouvoir faire une passation générationnelle, je trouve ça pas mal. Puisque, on ne va pas se mentir, est-ce que le manuel scolaire y arrive en partie? Donc j'ai envie de dire que c'est pour ça que c'est pour moi un ancrage territorial, c'est un outil du devoir de mémoire. Maintenant c'est aussi un lien avec le tourisme, c'est du business. Parce que aujourd'hui, comment Airbnb ou les gîtes, ne prenons que les gîtes. Il y a énormément de gîtes qui vivent avec justement les commémorations ou le fait que les Anglais viennent et ainsi de suite, ou des Australiens et voilà. Et j'ai même envie de vous dire, je ne l'ai pas mis dans la slide, c'est déjà prévu dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby 2023 qu'il y aura en France. Il y aura déjà l'accueil de délégations, par exemple les Australiens, quand ils vont venir en France pendant le cadre de la Coupe du Monde de rugby en France en 2023, en fait leur délégation, alors peut-être pas que les joueurs, mais aussi l'ensemble des Australiens qui viendront en tant que touristes, mais aussi leur famille, le staff et ainsi de suite, on sait déjà que dans la commande, ils vont vouloir aller voir les endroits où la nation australienne est née. Il ne faut pas oublier que l'Australie n'était pas un pays et que l'armée australienne n'existait pas, c'était une armée australienne et néo-zélandaise regroupées et que les faits de guerre ont permis aux Australiens d'exister, aux Néo-Zélandais d'exister, aux Canadiens d'exister. Et donc aujourd'hui, je ne prends que le monument canadien qu'il y a dans le nord de la France. Eh bien, il y a aussi un événement, une course, ce Canadian Race. Et ben voilà, voilà, the Canadian Race. Et donc, bon, si ça peut permettre à un moment donné de faire ce lien, en effet, il faut voir comment ça ne sera pas galvaudé. Donc moi, je vous indiquais, pourquoi aujourd'hui on n'utiliserait pas un certain nombre d'applis? De toute façon, quand je cours, maintenant, j'ai toujours mon smartphone avec moi. Ou quand je marche, j'ai mon smartphone avec moi. En plus, le smartphone, maintenant, il s'est beaucoup simplifié. Donc ça fonctionne de 10 ans à 90 ans. Et donc aujourd'hui, on pourrait avoir un accompagnement en termes de géolocalisation par des points et ainsi de suite. Parce qu'avant, il fallait avoir l'audio guide, machin, truc, mais on ne pouvait pas être libre. En fait, aujourd'hui, on pourrait tout à fait imaginer des applications qui nous permettraient de dire j'y vais quand je veux, où je veux, si je veux y aller en vélo, à pied, en ce que vous voulez. Et donc, je vais aussi faire mon circuit de mémoire à moi. Et pas le circuit de mémoire qu'on m'impose, parce qu'il y a un début, il y a une fin. Mais on ne veut plus lire un bouquin de la première à la dernière page. On veut lire la partie qu'on a envie. Là, c'est pareil. Là, on veut des applications qui guident, des liens avec l'international, des liens entre tourisme et APS, activité physique et sportive, pour pouvoir justement aussi, à mon sens, intéresser l'ensemble des générations. Vous pouvez diffuser les
Ah bah faut venir dans le Nord. Ah oui, bah alors là, Alors, j'avais jamais vu ça. il y en a plein chez nous, hein, des copes chauds. Verdun fait aussi un joli track Ouais, mais c'est. publicité de mémoire. Bien sûr, mais c'est pas gênant. En fait, aujourd'hui, si vous regardez la sociologie, le sociotype des coureurs à pied, et notamment des trailers, c'est du CSP+. Donc le CSP+, il se balade, il va de Paris à Verdun pour son week-end, il va venir avec sa famille et ses potes, et donc il veut plus que courir, il veut courir plus, faire quelque chose au niveau local. Et c'est là où on peut aller l'accrocher. Alors des fois c'est la visite de la brasserie, des fois c'est la visite de la fromagerie, mais pourquoi pas justement une visite en lien avec la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui de toute façon on voit bien l'hymne américain qui est mis dans les matchs. Ça c'est vraiment issu de cette culture militaire américaine. Et puis finalement ce lien aussi, il peut être fait à l'occasion de matchs de football ou à l'occasion d'échanges. Souvent, les villes sont jumelées avec la ville truc, la ville machin, et puis les gamins, ils ne comprennent jamais. Alors, on y va. En fait, oui, mais je ne parle pas allemand. C'est pas grave, tu fais un foot. Tout le monde connaît les règles. Puis après, tu vas t'apercevoir que tu vas faire un foot, et puis après, peut-être, et après, peut-être, et après, peut-être. Il y a pas de... C'est comme la musique. Le solfège, c'est international. Bon, bah là, les règles du football, c'est international. Je sais que le musée a le projet de faire des tranchées. Alors, c'est un petit clin d'œil. Bon, bah, j'ai remarqué qu'il y en a deux, trois là, avec la construction qui est à côté. Ah, j'ai une question Internet super. Alors c'est Francine. Bonjour Francine. Alors la culture sportive existait pourtant de ce côté de l'Atlantique chez les Grecs et Romains. Oui. Elle ne s'est pas étendue en France, ou du moins dans le nord de la France en héritage. C'est une interrogation. Merci beaucoup de faire ce lien avec la période antique. Alors, bien entendu que la culture des Jeux olympiques antiques et des sports antiques, on en a hérité. Néanmoins, il faut savoir que l'histoire est imparfaite. Francine, je vais me permettre de vous répondre avec un autre exemple. Moi, j'ai appris dernièrement dans le cadre d'un voyage en Chine que le football n'était pas né en Angleterre, mais il était né en Chine il y a 2300 ans. Et que, par exemple, le ski n'était pas né en Finlande, il était né dans les monts Altaï, qui sont entre la Mongolie, le Kazakhstan et la Chine, il y a 10 000 ans. C'est-à-dire que Francine, j'imagine bien qu'il y a des ponts et qu'on a aujourd'hui une histoire, et je m'en excuse, qui est davantage sur ce glissement de la culture britanno-américaine vers la France. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de démontrer. Mais que vous avez tout à fait raison. Il y a des sports déjà pratiqués comme l'athlétisme, comme à un moment donné les luttes, le pancrace, ou comme après à un moment donné l'utilisation des sports équestres. Néanmoins, il y a des nouveaux sports, comme le basket et le volleyball, qui ne sont pas de tradition hellénique et qui sont apparus à un moment donné du globe où on n'avait pas internet, pas de télévision, pas d'avion, pas de machin, pas de truc, et qu'on a complètement importé grâce à des passeurs culturels que sont les soldats, parce qu'ils ne sont pas venus simplement avec des canons, mais ils sont aussi venus avec des ballons. Merci beaucoup Francine. Je vous promets, c'est pas ma mère. Bon, j'ai un milliard de trucs à vous dire, mais j'imagine que voilà, peut-être qu'on aura des échanges. Je vais remettre mon masque, on aura des échanges. Je vais remercier beaucoup Madame la directrice. Et je vous remercie pour votre présence aussi sur le live. Et puis j'imagine qu'il y aura des replays. Et j'imagine aussi qu'on pourra se reconnecter. Puisque en effet, en dehors de mes activités d'enseignant-chercheur, je suis manager de sport et je dirige un master en management du sport. Et donc je connais en effet pas trop mal les logiques d'événementiel, d'ancrage territorial, de développement. Et donc voilà, je me ferai un plaisir de faire d'autres interventions à mots, puisque c'est la première fois que j'y viens. Et voilà, je prendrai plaisir à revenir. Merci beaucoup.